Je travaille comme journaliste pour le journal local de ma ville natale. Comme il s'agit d'une petite communauté dans les Appalaches, les événements dignes d'intérêt sont rares dans cette région. C'est pourquoi, lorsque l'occasion s'est présentée de faire un reportage sur un groupe de chercheurs en paranormal qui étudiait la forêt nationale voisine, j'ai pensé que cela ferait une histoire passionnante. Connus sous le nom de Scarlet, ces chercheurs spécialisés dans les anomalies surnaturelles et les cryptides tournaient une série documentaire après avoir connu un succès modeste avec leur précédent documentaire. Les Scar ont acquis une certaine notoriété lorsqu'ils ont publié d'étranges enregistrements inconnus qu'ils avaient capturés lors d'une expédition dans l'ouest de la Pennsylvanie, ce qui a même attiré l'attention de certaines grandes agences de presse. Ils ont mené des expéditions du printemps à l'automne, visitant principalement des sites dans le nord-est des États-Unis, où ils ont vérifié des histoires confirmées de cryptides, de fantômes et d'autres phénomènes inexpliqués. C'est là que Scar a vérifié les rapports sur Bigfoot, qui, d'après ce que j'ai appris, provenaient assez souvent de cette région. Je ne m'étais jamais vraiment demandé si une telle créature pouvait exister, mais leurs arguments et leurs hypothèses m'ont amené à admettre cette possibilité. Notre camp de base était un campement rudimentaire, situé dans une partie reculée de la forêt, sans réseau cellulaire, à des kilomètres de la maison ou de la route goudronnée la plus proche. L'équipe était très impressionnée par mon agilité et mes connaissances, pensant fièrement qu'une jeune fille comme moi se sentirait mal à l'aise dans la nature sauvage. En réalité, j'ai toujours été une passionnée de plein air et je participe avec plaisir à tout ce qui touche au camping et à la randonnée. L'équipe était composée de 5 personnes qui se décrivaient comme des gens ordinaires, explorant l'inconnu et l'inexplicable. Scar a été fondé par Braden, le directeur, Shane, leur gourou en matière de technologie et d'équipement, et Cory, qui s'occupait de la plupart des relations publiques et de la communication de Scar. Mitchell, qui écrivait le scénario de l'émission et organisait les expéditions, et Devin, leur caméraman principal, était l'un peu plus jeune que les 3 fondateurs et plus proche de mon âge. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est à quel point ces personnes ne pouvaient pas être plus différentes les unes des autres, ne semblant avoir rien en commun, si ce n'est leur obsession commune pour l'inconnu. Leur petite équipe était sans aucun doute la preuve que des personnes issues de milieux sociaux complètement différents peuvent encore avoir des intérêts communs. Nous n'avons pas fait grand-chose ce premier jour, qui a été principalement consacré à l'installation du campement, au tournage des membres de l'équipe, aux questions-réponses et à la lecture de monologues. La nuit s'est déroulée dans le calme. Une fois installés, nous avons préparé le dîner et approuvé notre itinéraire. Au cours des 2 jours suivants, Mitch, Devin, Shane et moi sommes de sortie brièvement pour nous familiariser avec les lieux et faire quelques vocalisations et coups sur le bois, des méthodes que les Bigfoot utilisent, selon eux, pour communiquer. Ils n'ont obtenu aucune réponse et nous avons mis fin à l'opération au bout d'1 heure environ. Le 2e jour, j'ai interviewé chaque membre de l'équipe et j'ai moi-même été interviewé par Braden pour leur série documentaire. Nous avons ensuite repéré les endroits où nous allions mener notre enquête nocturne et avons parcouru une partie de la rive à la recherche d'indices. J'ai été impressionné par la quantité de recherches et de préparatifs nécessaires à ces projets. Et bien que le degré de croyance en Bigfoot variait d'une personne à l'autre, leur professionnalisme et leur organisation étaient exemplaires. En fait, j'étais très enthousiaste à l'idée de l'enquête nocturne. Nous nous sommes divisés en 2 groupes. Le groupe mobile, Mitch, Devin et moi, et le groupe statique, Shane, Cory et Braden. Nous devions nous rendre à pied jusqu'à un marécage boueux, tandis que le groupe statique se garait près de la route, à 1 ou 2 kilomètres de nous, et activait périodiquement des sirènes
diffusant par haut-parleur des sons amplifiés d'animaux et des cris supposés du Bigfoot. Nous devions prendre position dans le marais pendant plusieurs heures, avant de traverser les fourrés pour rejoindre la route et retrouver le groupe statique. Nous avons été déposés à 23 heures et il nous a fallu environ 90 minutes pour atteindre le marais, où nous nous sommes cachés pendant 1 heure avant de produire des bruits ou des vocalisations. Armés de lampes frontales, rouges, d'enregistreurs numériques, d'une caméra vidéo et d'un thermoviseur, Mitch et Devin ont minutieusement scruté les environs, à la recherche du moindre signe de mouvement là où ils ne filmaient pas. Intrigués par leur utilisation de la lumière rouge, Mitch, qui, je dois ajouter, était le plus séduisant des 5, m'a expliqué que de nombreux animaux ne perçoivent pas la lumière rouge et qu'elle permet de mieux voir dans l'obscurité que la lumière blanche. Les équipes le communiquaient par talkie-walkie, dont nous n'avions qu'un seul exemplaire, à la demande insistante de Mitch et dont la connexion était parfois assez intermittente en raison de la distance entre nos groupes. Nous sommes restés dans le marais jusqu'à 2h30 du matin, pendant lesquelles Mitch et Devin ont émis plusieurs vocalises et frappé sur le bois. Il est à noter qu'ils ont constaté une certaine activité potentielle, un faible hurlement gémissant après que Mitch ait lancé un cri, 2 coups possibles en réponse à l'un des coups de Devin, et un cri profond et lugubre environ 22 minutes après la sirène sonore que les 2 équipes ont entendue. Ironiquement, j'étais plus enthousiaste que Mitch et Devin à propos des réponses obtenues. Bien que leur activité m'ait donné de l'espoir, ils m'ont rappelé qu'il y avait 1 million d'autres choses que ces sons pouvaient être, et qu'ils l'étaient probablement, avant que cela ne s'avère être Bigfoot utilisant les lignes électriques qui traversaient le marais comme repère visuel, car elles étaient mises parallèles à notre direction. Nous avons avancé dans les bois pendant plus d'1 kilomètre, avant d'atteindre un ruisseau qui, selon Mitch, marquait la moitié du chemin vers la route. Nous sommes restés à cet endroit pendant 1 heure supplémentaire, faisant davantage de cris et de coups, y compris mon premier cri de Bigfoot, mais nous n'avons obtenu aucune activité supplémentaire. Il n'est pas rare qu'ils comprennent qu'ils ne communiquent pas avec l'un des leurs, m'a dit Mitch après une série de coups sur le bois, donc, s'ils ne s'approchent pas pour voir, ils se taisent pratiquement pour le reste de la nuit. Nous sommes restés près du ruisseau jusqu'à 4h30 du matin, lorsque l'absence d'activité supplémentaire a incité Mitch et Devin à rentrer. Tout le monde était fatigué et l'activité potentielle, plus tôt dans la nuit, avait finalement rendu cette opération nocturne fructueuse. Nous avons trouvé un endroit pour traverser le ruisseau que Devin et moi avons franchi sans incident. Mitch, cependant, a trébuché et s'est enfoncé dans la boue jusqu'aux hanches. Ma jambe s'est coincée sous une racine ou quelque chose comme ça, a déclaré Mitch d'un ton agité, incapable de se libérer. Oui, je suis coincé. J'aurais besoin d'une corde ou quelque chose comme ça. Selon Mitch, nous étions à 20 ou 30 minutes de marche de la route. Malgré nos doutes quant à l'idée de le laisser seul, il a insisté pour que Devin et moi allions rejoindre les autres. Après avoir informé le groupe de notre problème, Devin et moi sommes partis, laissant Mitch avec la radio. Je lui tire mon chapeau pour être resté là tout seul, coincé au milieu de la nuit, au milieu de la forêt. Ai-je dit à Devin, qui a acquiescé d'un signe de tête. Il s'en sortira. Ce n'est pas la pire situation dans laquelle je l'ai vu, a-t-il répondu avec un léger sourire. J'ai remarqué comment tu le regardais. Que veux-tu dire ? Demandai-je en rougissant et en essayant de faire l'idiote, même si je savais très bien ce que Devin voulait dire. Allez, ne fais pas l'innocente, me taquina Devin. J'ai ri, gênée, reconnaissante que nous ayons cette discussion au milieu d'une forêt isolée où personne ne pouvait nous entendre. J'aurais peut-être dû rentrer seul
pour que vous puissiez mieux faire connaissance. »« Oh, tais-toi » dis-je joyeusement, en poussant Devin de manière taquine pendant que nous marchions. « Je suis sérieux, » dit-il en riant. « Il n'aurait jamais laissé l'un de nous venir ici seul, mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que je pense qu'il est aussi intéressé. » Devin finit par changer de sujet et me raconta quelques anecdotes sur certaines des bêtises que Mitch et lui avaient faites, soulignant également l'ironie du fait que Mitch les avait obligés à prendre un seul talkie-walkie. « Shane veut que chaque équipe ait au moins 2 talkies-walkies, juste au cas où quelque chose comme ça arriverait, » dit Devin en riant. « Mitch n'aime pas en prendre 2, car elles se mettent à grésiller en même temps quand quelqu'un parle. Il pense que ces bruits effrémissent tout ce qui se trouve à proximité, d'autant plus qu'il fait partie de ces gens qui doivent toujours avoir raison. Les autres ne le lui pardonneront jamais. Nous avons marché encore 15 minutes, puis quelque chose a attiré l'attention de Devin. « C'est un homme » murmura-t-il en s'arrêtant brusquement. À environ 10 mètres devant nous, se tenait une silhouette humaine élancée, le torse penché en arrière, en travers d'une souche d'arbre étroite. La lumière de la lune ne révélait que des contours flous qui ne réagissaient même pas à notre présence. Malgré notre inquiétude, nous nous approchâmes prudemment de la silhouette immobile et poussâmes un cri de surprise lorsque les détails devinrent plus clairs. C'était bien un être humain, un homme pour être précis. Il était maintenu dans cette position inconfortable par l'extrémité pointue du tronc d'arbre qui lui transperçait la poitrine. Il était difficile de tirer des conclusions sur cet homme à partir de ses vêtements. Un pantalon cargo beige clair, des bottes et une chemise boutonnée vert foncé, dont la majeure partie était recouverte de sang. La partie supérieure de sa tête avait disparu et sa bouche était grande ouverte, figée à jamais dans un cri silencieux. « Nous devons appeler quelqu'un » dit Devin en regardant nerveusement son téléphone portable qui ne captait pas le réseau. Ce qui a tué ce type l'a fait récemment, genre cette nuit, et c'est certainement encore dans les parages. « Et Mitch ?» demandai-je, ce qui ne fit que mettre Devin, déjà visiblement bouleversé par cette scène horrible, encore plus mal à l'aise. « Il ne peut pas rester ici tout seul, » dit Devin. « Je vais garder un œil sur le corps. Nous devons retourner le chercher, retourner au ruisseau et agir à partir de là. » Nous avons fait demi-tour et nous sommes précipités vers Mitch, essayant de deviner ce qui, dans ces bois, avait pu tuer cet homme. Je pense qu'il faisait peut-être partie du service forestier ou d'une de ces structures, a remarqué Devin. J'ai vu un fusil par terre à côté de son sac à dos, sur lequel il y avait un logo. Je n'ai pas pu distinguer ce que c'était, mais cela semblait assez officiel. « Pourquoi ne l'as-tu pas prise avec nous ?» demandai-je en m'arrêtant. « C'est une scène de crime », répondit rapidement Devin. « Nous aurions probablement eu plus de problèmes si nous avions touché quelque chose. Je ne voulais rien dire, mais... »« Mais quoi ?» ai-je demandé en regardant fixement Devin, qui était visiblement nerveux à l'idée de ce qu'il allait dire. Devin a soupiré. « Je suis presque sûr d'avoir vu 1 ou 2 empreintes de pas, » a déclaré Devin avant de se remettre en marche. « Des traces humaines, les traces d'une personne pieds-bois nus. Je ne pense donc pas qu'un animal ait tué ce type. » Devin, qui était très sceptique, a immédiatement écarté toute possibilité que Bigfoot soit le coupable, m'assurant que les traces qu'il avait vues étaient bien humaines. Nous avons convenu de ne rien dire à Mitch, donc, et nous avions entendu la conversation à la radio lorsque nous nous sommes approchés du ruisseau, ou du moins d'attendre qu'il soit libre. Cependant, lorsque nous nous sommes rapprochés, il était devenu évident que la conversation radio que nous avions entendue était entre Braden et Cory. Mitch était introuvable. De retour sur place, pendant que Devin appelait Tom Mitch, j'ai trouvé la radio au pied d'un arbre près de la rive boueuse. « Mitch a-t-il jeté la radio ?»
me suis-je demandé en regardant l'appareil. J'étais sur le point d'informer le groupe statique de notre situation actuelle lorsque Devin a crié mon nom et s'est éloigné du ruisseau, perdant l'équilibre et gesticulant frénétiquement avec son doigt tremblant tout en trébuchant. Suivant la direction qu'il indiquait, j'ai laissé tomber la radio et j'ai porté mes mains à ma bouche. Les moignons ensanglantés des jambes arrachées de Mitch dépassaient la tête de la boue. En éclairant avec ma lampe torche la branche d'arbre qui surplombait l'endroit où Mitch se tenait auparavant, j'ai vu des détails encore plus horribles. Du sang, étalé sur les branches, coulait encore, et des morceaux de chair et de peau étaient indivisibles sur les branches. Quelle que soit la créature qui a fait ça à Mitch, elle a dû l'attaquer par le haut, ai-je pensé, avant de remarquer quelque chose de rond et de blanc qui brillait sur l'une des petites branches. Après avoir initialement remarqué que cette chose avait une queue rouge ressemblant à celle d'un tétard, je commençais à avoir des hauts-le-cœur en réalisant qu'il s'agissait d'un œil humain. Après cette crise de nausée, je pris quelques respirations pour me remettre, avant de saisir la radio, mais une paire de mains m'agrippa et m'éloigna violemment du ruisseau. « Il faut partir, tout de suite !» s'est exclamé Devin, en me tirant loin de là, jusqu'à ce que je me mette à courir. J'ai entendu un grand bruit dans les buissons voisins, ce qui m'a motivé encore plus à suivre Devin. Sanglotant entre deux respirations saccadées, je gardais les yeux rivés sur la nuque de Devin, tandis que je courais à travers la forêt, certaine d'entendre des pas sourds derrière nous, qui nous suivaient sans effort. Nous n'avons pas cessé de courir, même lorsque la route est apparue. Cependant, après être arrivé jusqu'ici sans encombre, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé lourdement lorsque nous avons atteint le chemin de terre. Devin s'est rapidement précipité pour m'aider, mais je l'ai repoussé pour avoir un peu d'espace et retrouver mon sang-froid. « Nous devons retrouver les autres », a déclaré Devin entre deux respirations, debout près de moi, courbé en deux et agrippant ses genoux. « Nous devons continuer, Arya. Nous sommes comme des canards assis ici. » Mais les jambes semblaient avoir physiquement refusé de fonctionner, donc essayer de me lever à ce moment-là aurait été une tâche impossible. Devin le sentit et sortit son monoculaire thermique pour scanner les environs. Après quelques secondes d'observation à 360 degrés, il baissa rapidement la caméra et désigna expressément deux phares qui approchaient. « C'est eux. Je pense que c'est eux. » dit Devin avec impatience, une certaine joie dans la voix. La vue des phares avait un effet rajeunissant et apaisant, nous donnant la certitude que nous n'allions pas rester ici beaucoup plus longtemps. Je me suis levé sur mes jambes, chancelantes, et j'ai marché aux côtés de Devin, qui, comme moi, était couvert de sueur et de boue. Devin recula lorsque la voiture s'approcha, et c'est à ce moment-là que je remarquai l'expression inquiète sur son visage. « Ce n'est pas le camion de Brayden, » dit-il, visiblement indécis entre rester ou s'enfuir. S'arrêtant à environ 3 mètres de nous, un homme et une femme sortirent peur de la voiture. Le couple avait l'air propre et très sympathique. Leurs yeux exprimaient une inquiétude sincère, alors qu'ils s'avançaient d'un pas hésitant vers l'endroit où nous nous trouvions. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda l'homme, et son ton sincère et compatissant me fit fondre en larmes à nouveau, tandis que Devin commençait à expliquer notre situation. « Je m'appelle Gabi », a dit la femme qui s'est approchée de moi pendant que Devin parlait à l'homme. « Voici mon futur beau-frère Tobias. Êtes-vous blessé? Vous n'avez pas l'air bien. Notre ami est mort. Il a été tué dans la forêt, ai-je balbutié en montrant nerveusement la direction d'où nous venions. Nous devons appeler quelqu'un, nous devons appeler à l'aide. Alors qu'elle me proposait de l'eau, j'ai remarqué le bracelet en or que portait Gabi, avec un pendentif rose en forme de cœur. Je pris la bouteille avec gratitude, bus quelques gorgées et finis de reprendre mon souffle
avant de pouvoir parler de manière cohérente. « Joli bracelet », l'entendis-je dire, alors qu'un sentiment de calme m'envahissait. « Je m'appelle Aria. » En regardant son poignet, Gabi sourit et gloussa poliment. « En fait, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, » dit Gabi avant de me conduire à la voiture. « Nous recherchons ma sœur Claire. » J'acquiesçai à Gabi lorsque nous rejoignîmes Devon et Tobias près de leur SUV. « Nous recherchons Bigfoot, » murmurai-je doucement. « Ils nous aideront à retrouver les autres, » dit Devon en nous invitant d'un geste à monter dans la voiture de Tobias. Nous nous installâmes à l'arrière, soulagés que notre cauchemar ait pris fin avant même d'avoir commencé, mais encore sous le choc de ce que nous avions vu. Nous recherchons sa fiancée, Claire, qui a disparu ici il y a quelques jours, m'a expliqué Devon pendant que nous étions assis dans la voiture et que Tobias et Gabi allaient y chercher des couvertures dans le coffre. La sœur de Gabi, ai-je ajouté, et Devon a acquiescé. Ils nous permettront d'obtenir de l'aide plus rapidement, a-t-il murmuré. Je fus distraite par une autre paire de phares qui s'approchait derrière le SUV. Pensant qu'il s'agissait probablement d'un groupe statique, je fus surprise lorsque le Jeep noir à 2 portes rattrapa Tobias et Gabi. Ils échangèrent de quelques bons mots avec le conducteur avant qu'il ne passe devant et s'arrête devant le SUV. « Qui était-ce » murmurai-je à Devon, tandis que nous regardions Tobias et Gabi continuait à parler avec le conducteur. « Tu penses qu'ils ont un lien à ce qui est arrivé à Mitch ?» Devon me fit signe de me taire lorsque Tobias et Gabi retournèrent vers la voiture. « Vous avez de la chance, » dit Tobias lorsqu'il et Gabi prirent place. C'était le garde-chasse. Nous lui avons raconté ce qui s'était passé et il va nous conduire à la gare. « Et les autres ?» demandai-je avec une inquiétude visible. « Ils sont toujours là-bas, avec ce qui a tué Mitch. Il veut que nous allions d'abord à la gare, puis il ira chercher vos amis, » dit Gabi en me tendant une couverture. « Ce n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. » Tobias ferma le coffre à distance avant de se mettre à suivre la Jeep. Personne ne dit rien pendant les premières minutes, que je passais à scruter la route, à la recherche du moindre signe du groupe statique. « Vous cherchez donc Bigfoot ?» demanda Gabi, rompant le silence timide. Devon et moi acquiesçâmes. Devon et les autres sont des chercheurs. Je couvre leurs activités pour le journal pour lequel j'écris, répondis-je en serrant fermement la couverture contre moi. Où avez-vous trouvé ce bracelet ? Je l'ai fait moi-même en fait, dit Gabi en regardant le petit bijou en forme de cœur et en souriant. J'en ai fait un pour moi, un pour ma sœur et un pour sa fille. Ma nièce, celle que vous recherchez ? Gabi acquiesça. Sa fille a disparu il y a plusieurs années, poursuivit Gabi en tapotant légèrement du doigt le pendentif en forme de cœur sur le bracelet. Et elle la recherche depuis lors. J'ai fabriqué les bracelets juste avant de voir ma nièce pour la dernière fois. Je me souviens encore quand je l'ai mis à son petit poignet. Mon regard s'est fixé sur le rétroviseur lorsque j'ai aperçu un bref éclair, rouge, vif. Il y a environ 1 semaine, ces recherches ont conduit Claire ici, a poursuivi Gabi. Elle est arrivée plus tôt ce week-end et personne n'a eu de ses nouvelles depuis. Et c'est pour ça que vous êtes ici ? A demandé Devon. Vous cherchez votre sœur, Annie ? Le sourire de Gabi disparut, remplacé par une expression de choc et de panique. Elle poussa un cri, mais celui-ci fut couvert par un hurlement encore plus fort, plus grave et plus guttural, lorsqu'une silhouette rougeâtre et blanche bondit du coffre et atterrit sur la banquette arrière, entre Devon et moi. Ses mains fines s'agitaient frénétiquement, essayant d'attraper l'un d'entre nous avec ses paumes massives et disproportionnées. Les quelques aperçus que j'ai pu avoir en regardant notre agresseur m'ont permis de constater qu'il s'agissait d'un homme à la peau nue, rougeâtre beige, couverte de taches gris, cendrée claire.
J'ai remarqué sa mâchoire arrondie, son front massif, ses yeux verts, son nez retroussé et les quelques de touffes de cheveux gris et filasses qui poussaient sur son crâne dégarni. Tout le monde dans la voiture s'est mis à crier lorsque le maniaque fou s'est précipité droit sur Gaby. Et Tobias, perdant le contrôle du véhicule, a fait une embardée avec le SUV. Tobias ne pouvait pas à la fois surveiller la route et se défendre contre notre agresseur, et il n'a pas remarqué le virage serré que personne n'avait vu jusqu'à ce que le Jeep devant nous le prenne. Il était occupé à se défendre contre l'agresseur monstrueux qui le griffait sauvagement lorsque sa voiture a quitté la route et a dévalé le talus. Le SUV a rapidement pris de la vitesse avant de percuter un petit arbre, une succession d'événements qui s'est déroulée en quelques secondes. J'étais étourdi, mais j'ai réussi à ouvrir la porte et à me jeter sur le sol. En rampant loin de la voiture, je me suis lentement retourné sur le dos, juste à temps pour voir l'arbre dans lequel le SUV de Tobias avait percuté se briser complètement. La voiture a continué à glisser sur la pente, ses feux stop indiquant sa position alors qu'elle dévalait la pente avant d'être engloutie par l'obscurité. Tout ce que j'ai pu faire, c'est pousser un cri et tendre la main, impuissante, avant de me recoucher, incapable de supporter ma vision déformée et floue, mon mal de tête lancinant et mes courbatures atroces. Quelques minutes plus tard, plusieurs coups de feu ont retenti, puis quelqu'un a descendu la pente vers moi. La première chose que j'ai vue, c'était une paire de bottes sales et un pantalon cargo beige clair. L'obscurité m'empêchait de distinguer les traits du visage de cette personne, mais je voyais qu'elle portait également une chemise boutonnée vert foncé, semblable à celle que portait le cadavre que Devin et moi avions trouvé. J'ai entendu l'homme marmonner « merde » et quelque chose comme « ça ne va faire qu'empirer les choses ». Je perdais et reprenais conscience, et j'ai appris plus tard que j'avais subi une grave commotion cérébrale. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'on m'a traîné sur la route et jeté dans le coffre. Quand j'ai enfin repris mes esprits, j'étais allongé sur le côté, souffrant toujours d'un mal de tête lancinant et de courbatures dans tout le corps. J'ai essayé de bouger, mais j'ai réalisé que mes mains et mes jambes étaient solidement attachées. Malgré une forte nausée, la panique qui m'a envahi lorsque j'ai pris conscience de ma situation s'est manifestée par un malaise noueux lorsque j'ai examiné mon environnement. J'étais allongé sur le sol, en terre battue d'une pièce en forme de L, aux murs en béton, regardant droit au-dessus de moi. Ma prison n'avait pas de plafond, et j'ai rapidement remarqué une partie d'escalier qui s'arrêtait à environ 2 mètres du sol. J'étais piégé. « Tu t'es réveillé ?» ai-je entendu une voix féminine dire, ce qui m'a immédiatement remise en alerte. Une silhouette est apparue au coin. Elle se tortillait et rampait comme une créature vivante sans pattes, et c'est seulement alors que j'ai compris qu'il s'agissait d'une autre personne, dont les membres étaient également attachés. Elle semblait très maigre et fragile, sa peau pâle, ses vêtements et ses cheveux roux, emmêlés, étaient d'hommes découverts de saleté et de suie. Elle avait un petit visage aux yeux bleus vifs, dont le regard intense et plein d'espoir croisa le mien. « Tu peux nous libérer », dit la femme qui rampait vers le tuyau qui sortait du sol. « Si j'appuie sur ce tuyau, l'autre extrémité sortira du sol juste à côté de toi. Son bord est assez tranchant pour couper ta corde. » Sans attendre ma réponse, elle appuya sur le tuyau saillant qui s'enfonça lentement dans le sol. Comme elle l'avait dit, l'autre extrémité dentelée du tuyau sortit du sol juste à côté de moi. Je me suis lentement approché du tuyau et j'ai frotté frénétiquement la corde autour de mes mains contre son bord irrégulier. Il m'a fallu plusieurs minutes pour couper la corde et détacher mes jambes, tout en ignorant la douleur lancinante et les écorchures qui me torturèrent le corps. Je titubais un peu en me levant, mais j'ai réussi à détacher la femme pendant que je me relevais.
Quelque chose à son poignet était coincé dans le tuyau. Elle a essayé de se dégager, mais elle a dû se détacher à la main, et c'est alors que j'ai remarqué le bracelet qui s'était accroché. Il était en or, avec un pendentif rose en forme de cœur qui me semblait familier, suspendu à une chaîne. Il m'a fallu une seconde, mais en me rappelant où j'avais vu exactement le même bracelet auparavant, la prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing. « Claire » ai-je entendu ma question à la femme. Elle me regarda sans comprendre. « Vous connaissez mon nom » demanda-t-elle d'un ton méfiant, adoptant une posture comme si elle était prête à attaquer ou à se défendre à tout moment. « J'étais avec votre sœur Gabi tout à l'heure, dis-je en reculant et en levant les mains pour montrer que je ne lui voulais aucun mal. Elle et Tobias, ton fiancé. Ils nous ont recueillis, mon ami et moi. Ils sont ici. Ils te cherchent. Claire, tu sais où nous sommes? Pourquoi sommes-nous ici? Gabi et Tobias sont ici? Demanda Claire, avec une inquiétude surprenante, relâchant sa posture tendue. J'allais y répondre, mais Claire continua à parler. « Occupons-nous d'abord de trouver un moyen de sortir d'ici, » dit-elle rapidement, en essuyant les larmes sales de ses yeux, avant de se tourner vers l'escalier inaccessible. « Tu penses que tu peux me porter? Je pourrais te sortir de là après. » Il m'a fallu plusieurs essais, mais j'ai réussi à soulever Claire en utilisant mes mains jointes pour qu'elle puisse se glisser sous l'escalier. Il m'a fallu un peu plus de temps pour sortir, car je n'avais toujours pas assez de force dans le haut du corps, et j'avais besoin de l'aide de Claire, surtout pour quelqu'un qui était manifestement resté dans ce trou beaucoup plus longtemps. J'admirais sincèrement la persévérance et la ténacité de Claire, doutant de ma capacité à faire preuve d'une telle force si j'avais été à sa place. Une fois sortis de notre prison, j'ai vu que nous étions retenus au sous-sol d'une vieille fondation abandonnée et en ruine, en état de grave délabrement. Le ciel était d'un bleu foncé lumineux, indiquant que la nuit faisait place au crépuscule. Ne sachant pas quoi faire, je me suis palpé et j'ai juré, en réalisant que mon téléphone et tout autre moyen de communication avaient disparu. Je suis presque sûr qu'il a traîné mon ami dans cette direction, dit Claire en désignant du doigt le sentier que je n'aurais pas remarqué si elle ne me l'avait pas montré. Quand il t'a jeté, j'ai entendu qu'il traînait quelqu'un d'autre. On aurait dit un homme. Je suppose qu'il était avec toi. Je veux juste savoir ce qui se passe. Quelque chose nous a attaqués avant que nous nous écrasions. Je ne sais pas qui est cet homme qui nous a amenés ici. Je suis tellement confuse, balbutiai-je à Claire, en essayant de réprimer mes sanglots. Confuse et effrayée, vraiment effrayée. Claire hocha lentement la tête en signe d'assentiment. « Eh bien, je suis sûre que tu as compris à présent qu'ils ne sont pas des gardes-chasse, » répondit Claire. « C'est ce qui m'inquiète à propos de ma sœur et de mon fiancé qui sont ici. »« Eux » demandai-je avec curiosité. « Ils sont deux, » dit Claire. « Celui que tu as probablement vu s'appelle Kurt. Je ne sais pas qui était l'autre, mais ils travaillent ensemble. Je me souviens avoir vu le corps avec Devin lorsque nous revenions du ruisseau. Je suis presque sûr que l'autre est mort, dis-je sans émotion. Devin, le garçon avec qui j'étais quand ta sœur et ton fiancé nous ont trouvés. Nous avons trouvé le corps plus tôt. Quelque chose l'avait déchiqueté, mais je me souviens qu'il portait les mêmes vêtements que Kurt. Tu as dit qu'il s'appelait Claire acquiesça. Je pense qu'il a eu ce qu'il méritait, dit-elle froidement, s'efforçant de rester discrète. Nous avancions silencieusement sur le sentier, guettant le moindre mouvement. Malgré notre vigilance, nous discutions tranquillement, et Claire mentionna sa fille disparue. « Il y a 7 ans, » dit Claire. Elle se trouvait dans une mauvaise passe, où sa vie consistait à céder à ses dépendances désespérées. La naissance de son enfant n'avait pas réussi à réprimer sa dépendance, ce qui l'avait poussée à vendre son propre enfant pour ce qu'elle décrivait comme une somme d'argent capable de changer sa vie.
Après s'être remise sur pied, Claire a passé ses dernières années à essayer de retrouver sa fille. Après avoir retrouvé l'homme à qui elle avait vendu sa fille, qui s'est avéré être Kurt, Claire a passé du temps à le traquer et a découvert qu'il travaillait pour une organisation appelée Wildjagen. Tout ce qu'elle savait d'eux, c'est qu'ils dirigeaient une sorte d'opération clandestine et que l'un de leurs complexes était situé dans cette forêt nationale. Claire a déclaré qu'elle s'était introduite sur le site quelques jours auparavant, mais qu'elle avait été capturée avant d'avoir pu en apprendre davantage sur Wildjagen. « Attends », dit Claire d'un ton sec en levant la main pour m'empêcher d'avancer. Je me suis figé, tendu. Juste devant nous se trouvait une petite clairière où nous avons entendu quelque chose bouger sur le sol, dont les mouvements coïncidaient avec un cliquetis métallique irrégulier. Lorsque nous nous sommes approchés, nous avons découvert qu'il s'agissait d'un homme enchaîné à un arbre. Mon sang s'est glacé dans mes veines. C'était Devin. Avant que je puisse faire un pas de plus, Claire m'a attrapé et nous a plaqués au sol derrière un abri, en posant son doigt sur ses lèvres. « Il y a un mirador de chasse sur l'un de ces arbres », a-t-elle chuchoté en désignant la clairière. « Je ne peux pas dire s'il y a quelqu'un là-haut. » Après s'être assuré que la tour était vide, Claire donna son feu vert et nous nous précipitâmes vers Devin. Il saignait de la tête, avait un œil au beurre noir et plusieurs égratignures et contusions. Mais il était plutôt lucide. Les mains de Devin étaient rondement liées et il avait un collier métallique autour du cou, dont la chaîne était enfoncée dans l'arbre contre lequel il était adossé, le retenant ainsi sur place. Il s'est immédiatement animé à notre arrivée, son expression d'horreur laissant rapidement place à un soulagement. « Il est parti il y a environ une demi-heure », a déclaré Devin qui, malgré sa joie évidente à notre arrivée, était loin d'être calme. Il a dit qu'il m'utilisait comme appât. Devin a déclaré que Tobias et Gabi avaient peu réussi à s'échapper et que l'homme que nous pensons être Kurt, qui l'avait enchaîné, avait quitté la tour pour traquer le couple. Je pense qu'il cherche ce qui se trouvait dans la voiture de Tobias, répondit Devin lorsqu'on lui demanda ce que cet homme essayait de trouver, selon lui. Remarquant que le fermoir du collier semblait relativement fragile, nous avons élaboré un plan pour libérer Devin. Après avoir traîné une grosse pierre plate jusqu'à nous, nous avons demandé à Devin de poser l'arrière du collier sur sa surface lisse et avons tenté de le casser avec une autre pierre. Malgré le risque de blesser Devin par inadvertance, il a fallu 4 bons coups avant que le collier ne se brise enfin. Sachant que tout ce qui se trouvait à proximité avait probablement entendu notre bruit, nous avons rapidement continué à avancer sur le sentier, nous sentant un peu plus tranquilles lorsque Devin a mentionné que Kurt était parti dans une autre direction. Nous avons continué à avancer pendant quelques minutes, en essayant de rester hors de vue et en guettant Kurt ou d'autres menaces potentielles. C'était à plus de 100 mètres de nous, mais nous pouvions voir la route à travers les arbres. Je suis presque sûr que c'est la même route que celle où Braden, Corey et Shane ont dit qu'ils seraient, a déclaré Devin avec inquiétude, accélérant le pas et augmentant la distance entre nous, désireux d'atteindre la route. J'allais lui dire de ralentir lorsqu'il poussa un cri perçant et tomba à terre. À ma grande horreur, une petite créature humanoïde de la taille d'un enfant, à la peau charnue et beige clair, s'était enroulée autour de la jambe de Devin. L'enfant avait de longs cheveux sales et négligés qui lui descendaient jusqu'aux genoux, et il poussait une série de grognements gutturaux, enfonçant furieusement ses dents et ses ongles dans le mollet de Devin. Avant que Claire ou moi puissions intervenir, une masse plus imposante émergea des buissons. Ce que je ne pouvais décrire que comme un homme énorme et déformé s'interposa entre nous et Devin. Sa peau avait la même teinte que celle de la petite fille, mais elle était gravement défigurée. Son épaule et son bras gauche étaient anormalement larges et musclés.
La main droite de la créature était absente et sa poitrine semblait dure, mais on pouvait voir les contours de sa cage thoracique. Le torse de cet homme corpulent se rétrécissait vers les hanches, se joignant à une paire de jambes aussi épaisses que des troncs d'arbres. Il était couvert de taches de brune et grise, et je ne savais pas si c'était de la saleté ou de la vraie peau. Son trait le plus inquiétant était une excroissance rose pâle, de la taille d'un ballon de football qui dépassait de son cou et semblait avoir englouti une partie du côté gauche de son visage. D'un air indifférent, le mâle alpha nous a grogné dessus avec son nez ridiculement courbé et sa bouche édentée et déformée, avant de se tourner vers Devin. La femelle, de la taille d'un enfant, dont le visage et les mains étaient couverts de sang, sautait avec excitation autour de Devin, tandis que celui-ci hurlait de douleur sur le sol. De gros morceaux de chair manquaient à ses deux mollets, certaines parties laissant même apparaître ses os. Le mâle alpha a rapidement cassé une grosse branche d'arbre et a commencé à frapper Devin sans pitié, tandis que la petite fille encourageait sauvagement son partenaire géant. « Partons », murmura Claire, en m'entraînant loin de la scène sanglante qui se déroulait devant nous. La dernière chose que j'ai vue, avant de détourner le regard, c'est l'alpha mâle pressant sa main anormalement énorme contre la tête de Devin, dont le crâne commençait à se déformer sous la pression croissante. Nous nous sommes précipités dans une autre direction, que les deux créatures ne semblaient pas avoir remarquée, ou à laquelle elles n'avaient même pas prêté attention. Absorbé par la pensée du corps sans vie de Devin, je me suis précipité vers la lisière de la forêt. Claire m'a dépassé et a atteint la route la première. Je l'ai regardée sortir de la forêt, mais au même moment, le virage de la route sur lequel elle s'était engagée s'est illuminé d'une lueur blanc-jaunâtre. Avant même que je puisse réaliser qu'il s'agissait de phares dont la lumière semblait avoir englouti Claire, j'entendis deux bruits sourds mêlés au crissement strident d'une voiture freinant brusquement et quelqu'un criait le nom de Claire. En sortant du bois, j'ai confirmé mes craintes. Elle avait été renversée par une voiture venant en sens inverse. Je me suis rapidement agenouillé à côté d'elle. Elle était inconsciente et avait subi une nouvelle série de coupures et de contusions dues au choc. Je l'ai secouée frénétiquement et lui ai donné des tapes sur le visage pour vérifier son pouls. Puis, j'ai poussé un soupir de soulagement en sentant ses battements lents dans son cou. « D'où venez-vous, les filles ?» a demandé une voix familière derrière moi, et à ce moment-là, Gabi est apparue à mes côtés, s'agenouillant et se penchant sur le corps inconscient de Claire, qui sanglotait et suppliait désespérément sa sœur d'aller bien. Une main lourde se posa sur mon épaule. Je me retournai rapidement et fus soulagé de voir que c'était Braden. Il était visiblement bouleversé d'avoir renversé Claire, et nous demanda à plusieurs reprises si nous allions bien. Alors que les autres sortaient de son camion, j'ai aperçu Cory et Shane, mais j'ai été surprise de voir Gabi et Tobias sortir également du véhicule. Ils se sont tous deux précipités vers Claire pendant que je discutais avec Braden et les autres membres de l'équipe Scar. Braden a expliqué qu'ils avaient trouvé Tobias et Gabi près de la route et qu'il les avait mis au courant de tout ce qui s'était passé. Heureusement, Claire avait repris ses esprits et a eu une réunion émouvante avec sa sœur et son fiancé, que j'ai dû interrompre pour leur rappeler la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvions. Les autres membres de Scar n'ont pas compris l'ampleur de la situation jusqu'à ce que je leur annonce que Mitch et Devin étaient tous deux morts. Shane a été vraiment bouleversé par la nouvelle et était au bord de l'hystérie avant que Braden et lui ne le traînent dans le camion. Après avoir chargé Claire, je me suis assuré que le coffre était vide avant que Braden ne démarre. Claire était encore sous le choc et perdait et reprenait conscience par intermittence. Pendant tout le trajet, Gabi a essayé de la maintenir éveillée et alerte
craignant qu'elle avait subi un traumatisme crânien. Au départ, nous avions l'intention de retourner dans la civilisation pour demander de l'aide. Cependant, lorsque la station des gardes forestiers est apparue dans notre champ de vision, nous avons décidé de la vérifier, car nous étions à au moins 1 heure de route de la ville la plus proche. Brayden s'est garé sur le terrain, en terre battue de la station, et nous avons rapidement inspecté les environs avant de sortir. Plusieurs lumières brillaient à l'intérieur de la cabane à 2 étages, et Gabi a pointé du doigt quelqu'un qui semblait être assis derrière le comptoir dans la pièce principale. Gabi, Brayden et moi sommes entrés dans la cabane, tandis que Tobias, Shane et Cory sont restés avec Claire. En entrant dans la station des gardes-chasse, nous avons été horrifiés par le carnage sanglant qui nous attendait, concentré autour du corps, affalé dans un fauteuil de bureau. Le bureau était en désordre, montrant des signes évidents d'une lutte violente. Le garde-chasse avait les bras coupés et toute la partie supérieure droite du visage et de la mâchoire arrachée. 4 grandes blessures traversaient dans sa poitrine et son abdomen dans différentes directions, et le sang et les entrailles qui s'écoulaient gronds des plaies de béantes formaient un cercle épais autour de la chaise où gisait le corps. « Ce n'est pas très agréable à voir, n'est-ce pas ?» dit l'homme en entrant dans le bureau depuis la pièce sombre. « Il était déjà comme ça quand je suis arrivé. Je suppose qu'ils lui ont fait ça plus tôt dans la nuit, mais je viens d'inspecter la station et je vous assure que nous sommes seuls ici. » Cet homme portait la même tenue que le garde forestier mort, une chemise boutonnée vert foncé et un pantalon beige couvert de taches rouges et brunes. Il portait également des bottes à sombres et un chapeau de cow-boy noir qui couvrait ses cheveux courts et noirs. Il avait la peau pâle, une silhouette mince et mesurait plus d'1,80 m. Il avait un visage étroit, un menton court avec une fossette, des yeux sombres et une barbiche fine. Ce qui nous a figés sur place, c'est le revolver qui pendait ouvertement dans son étui et le fusil à verrou coulissant pointé dans notre direction. « C'est toi », dis-je d'un ton sévère, le reconnaissant immédiatement comme l'homme qui m'avait kidnappé dans ma voiture, accidentée. « Kurt. » Il sourit. « Oui, je suis toujours en colère contre vous, les gars, pour avoir détruit ma station d'appât, » dit Kurt en hochant la tête vers la rue. « J'avais une bonne installation là-bas. »« Tu es malade? Pourquoi tu nous fais ça ?» demanda Gabi d'une voix tremblante, visiblement effrayée par la réapparition de Kurt. « On veut juste partir. »« Je nettoie le désordre laissé par ta sœur, » répondit Kurt avec un sourire narquois. Pendant notre échange tendu, Brayden se dirigeait vers la radio CB la plus proche. Il était à 2 ou 3 pas lorsque Kurt se retourna rapidement vers la table sur laquelle elle se trouvait et tira avec son fusil, réduisant la radio en morceaux. Tout le monde a crié ou sursauté à cause du coup de feu de Kurt, qui a rempli mes oreilles d'un bourdonnement intense. Kurt s'est mis à crier et à agiter son fusil, même si le bourdonnement dans mes oreilles m'empêchait d'entendre ce qu'il disait. J'ai lentement reculé, sentant à travers son langage corporel qu'il n'était pas d'humeur à plaisanter. Lorsque le bourdonnement s'est enfin calmé, la première chose que j'ai entendue a été un cri guttural et tonitruant provenant de l'extérieur. « Il serait sage de faire entrer vos amis avant qu'ils ne s'approchent », a déclaré Kurt en réponse au cri qui provenait sans aucun doute de l'une de ces créatures répugnantes. Brayden ouvrit la porte pour sortir, mais Shane et Cory étaient cotés déjà à quelques pas de l'entrée de la cabane. Kurt sortit avec nous, son fusil pointé vers l'obscurité impénétrable. Gabi dit à Shane et Cory d'aller chercher Claire dans la voiture et de la faire entrer, pendant que Kurt tirait un autre coup de feu. Moi et plusieurs autres avons vu ce sur quoi il avait tiré. Une petite créature de la taille d'un enfant a jailli entre 2 arbres, ce qui a accéléré notre besoin de déplacer Claire. Elle était à demi inconsciente lorsque nous sommes arrivés à la voiture
et elle avait besoin de notre aide pour se mettre debout. Shane et Cory ont aidé Claire à sortir et l'ont guidée, tandis que Brayden et Tobias restaient à leur côté et les pressèrent de se rendre à la cabane. En rentrant, Claire a trébuché sur une marche et a failli tomber, mais Cory l'a rattrapée à temps. Claire grimaçait de douleur lorsque nous l'avons portée à l'intérieur. Sa chute semblait lui avoir blessé la cheville. Je me tenais à quelques mètres de l'entrée et regardais Brayden, qui était le dernier à entrer, s'apprêter à franchir le seuil quand une paire de jambes atterrit sur ses épaules, apparemment après avoir sauté directement au-dessus de l'entrée. La main du corps auquel ses jambes étaient attachées enfonça ses ongles semblables à des griffes dans les yeux de Brayden, qui poussa un cri terrifiant et recula avant de tomber. L'agresseur de Brayden sauta au sol, se dressa au-dessus de lui et enfonça ses griffes dans les deux côtés de son bas-ventre d'un seul mouvement, s'agrippant en fait à la silhouette imposante de Brayden. J'aperçus pour la première fois la créature, une femme d'apparence adulte. Elle avait une chevelure noire et bouclée qui lui descendait dans le dos, dans laquelle se trouvaient des morceaux de boue, des brindilles et des feuilles. Ses lèvres semblaient avoir été arrachées, laissant apparaître des dents et des gencives rougeâtres et grises, et ses grands yeux noirs et fous étaient entourés de gros cercles rouges foncés. Sa peau flasque et ridée avait une teinte brun-orange et était également parsemée de taches grises et brunes, qu'il était impossible de distinguer de la peau ou de la saleté. La créature, à l'apparence sauvage, commença à traîner Brayden loin de la porte, mais Kurt réussit à l'attraper par le bras. Il tenta de ramener Brayden dans l'embrasure de la porte, prenant au dépourvu la femme, dont une main glissa du flanc de Brayden. J'aperçus brièvement les griffes de la créature, qui ressemblaient pompe davantage à des ongles épais d'environ 3 à 4 pouces de long, avec des extrémités triangulaires pointues, avant qu'elle ne les enfonce à un autre endroit, juste au-dessus de la cuisse de Brayden. Il continua à hurler de douleur, tandis que Shane se précipitait pour attraper l'autre bras de Brayden, pendant que la femme plantait fermement ses pieds dans le sol et commençait à tirer Brayden loin de la porte. Les cris de Brayden s'intensifièrent et furent accompagnés d'un bruit déchirant. Les griffes enfoncées de la créature lui déchiraient comme moindre les flancs, créant de profondes blessures qui commençaient d'homme lentement à lui déchirer le ventre. J'ai regardé avec horreur Brayden, dont le visage cramoisi était couvert de sueur et exprimait clairement l'agonie insupportable qu'il ressentait. Cela m'a poussé à courir pour l'aider lorsqu'un éclair pâle a frappé l'embrasure de la porte. Il me suffit de regarder ses yeux verts menaçants pour comprendre qu'il s'agissait de la même créature qui nous avait attaqués dans la voiture de Tobias. Elle ressemblait à un mâle adulte, mais était nettement plus jeune et physiquement plus faible que la gigantesque figure alpha que Claire et moi avions rencontrée auparavant. La créature ne m'a pas prêté attention, ouvrant sa gueule béante pleine de dents déformées et s'agrippant férocement au bras de Kurt, qui hurlait de douleur. Tobias et Cory ont poussé la porte de leurs épaules pour empêcher la créature masculine d'entrer dans la cabane. Je suis resté bouche bée, incapable de bouger, essayant de comprendre ce qui se passait. Les cris simultanés de Kurt et Brayden, la lutte acharnée entre nous et ces sauvages monstrueux pour Brayden, et la même créature qui nous avait attaqués plus tôt, sur le point de faire irruption dans la station des gardes-chasse. J'étais sur le point de céder à la panique lorsque j'ai remarqué le fusil de Kurt, appuyé contre le mur sans surveillance, ainsi que son étui, qui était complètement ouvert. Je me suis précipité, j'ai instinctivement saisi le revolver de Kurt, et j'ai armé le chien, tandis que Kurt me criait de tirer sur le monstre, dont les mâchoires étaient toujours refermées, sur sa main. D'une main tremblante, j'ai pointé le revolver et appuyé sur la détente, tirant une balle qui a au moins effleuré la tête de la créature, ce qui a suffi pour qu'elle lâche la main de Kurt et recule. Cory et Tobias ont fermé la porte plus fort,
mais ont coincé Braden, qui était maintenant pris de convulsions et crachait du sang par la bouche dans le passage. Shane attrapa la main de Braden, l'exhortant à tenir bon, et c'est à ce moment-là que je remarquai une bosse qui grossissait sur son ventre. Il poussa un cri guttural lorsque la bosse grossit, jusqu'à ce que 4 pointes distinctes se forment sous sa chemise et transpercent le tissu, révélant la main griffue d'une femme. La créature répugnante enfonça littéralement sa main dans le dos de Braden et la poussa complètement à travers son corps. Shane était tellement pétrifié qu'il lâcha la main de Braden qui fut rapidement traîné dehors. En un instant, Tobias et Cory ont claqué la porte, tandis que Kurt titubait sur le sol. Shane, derrière lequel je me tenais, restait figé d'horreur, regardant l'endroit où Braden était allongé quelques instants auparavant. Sa lèvre tremblait et ses yeux écarquillés exprimaient la stupéfaction et la peur. Kurt était complètement concentré sur sa main, qui avait perdu 2 morceaux de chair de la taille d'une bouchée et saignait abondamment. J'étais maintenant plus près du fusil, sur lequel j'avais attiré l'attention des autres avant de faire 2 pas rapides et de saisir l'arme à feu d'une main, pointant le revolver sur Kurt. Tobias se précipita, s'empara rapidement du fusil et le pointa sur Kurt, qui grimaçait toujours lorsqu'il se tourna vers nous. Kurt semblait ignorer les 2 canons pointés sur lui, plus préoccupé par son membre mutilé. Shane cala la poignée de la porte avec une chaise et remarqua que les fenêtres du rez-de-chaussée étaient fermées par des volets, précisant que la station des gardes-chasse était plus ou moins sûre pour le moment. Cory inspecta le reste de la cabane pendant que Gabi s'occupait de Claire, qu'elle avait allongée sur le canapé dans la pièce voisine. Malgré les cris étouffés de Braden et les bruités de déchiquetage qui continuaient, nous ne quittions pas Kurt des yeux. « Bon, d'accord », soupira Kurt en serrant les dents, déboutonnant la chemise qu'il portait et commençant à l'enrouler autour de son bras. « Je crois que je vais devoir vous expliquer quelque chose. » Les cris de Braden et tous les bruits de mouvement à l'extérieur cessèrent après quelques minutes supplémentaires. Cory jeta un drap sur le garde-chasse mort et emporta son corps dans l'arrière-boutique. Tobias et moi gardions Kurt sous surveillance. Shane s'assura que les 2 entrées de la cabane étaient bien fermées. Gabi, qui, comme je l'ai appris, était infirmière, trouva une trousse de premier secours pour Claire, qui avait repris connaissance. « Je les ai coupés », dit Kurt d'un ton désinvolte, remarquant que Shane et Cory essayaient de vérifier les lignes téléphoniques et Internet. J'ai essayé de garder tout cela aussi secret que possible. C'est difficile pour vous tous de comprendre. « Mais de quoi parles-tu, bon sang ?» demanda Tobias après une courte pause. Kurt prit une profonde inspiration et expira lentement. « Les gens pour lesquels je travaille. »« Viljagen » dit soudain Claire en s'approchant et en regardant Kurt d'un air menaçant. « Il travaille pour un groupe appelé Viljagd. » Kurt resta silencieux pendant quelques secondes avant d'acquiescer maladroitement, confirmant les paroles de Claire. « Qui sont-ils » demanda Tobias d'un ton sévère. Kurt sourit. « Ils garderont le secret si vous m'empêchez de faire mon travail. »« Qui sont-ils » répétai-je d'un ton exigeant. Tobias dut lui poser la question une 3e fois avant qu'il ne réponde enfin. « C'est un club de chasse, plus de détails » aboya Tobias. Soupirant, Kurt baissa lentement la tête, visiblement réticent à révéler cette information. C'est un club de chasse très particulier, très unique, exclusif et secret. Ce sourire malicieux réapparut sur son visage. Le groupe aurait été fondé en Allemagne dans les années 30. Ils élèvent et cultivent des êtres humains pour qu'ils soient complètement sauvages, primitifs, avec des instincts d'animaux prédateurs. Ils les dopent aux stéroïdes, aux hormones et à d'autres produits chimiques afin de manipuler leur rythme de maturation, leur croissance physique,
leurs sensations corporelles et le développement de leur cerveau. Nos mâchoires se sont décrochées. Nous avons échangé des regards inquiets, ne sachant manifestement pas comment réagir. « Pourquoi ?» demanda Shane, qui nous rejoignit avec Cory et Gabi. « Réfléchissez-y. Pour ces chasseurs élitistes de gros gibier qui ont remporté tous les trophées imaginables, quel exploit pourrait être plus grand que de traquer le plus grand prédateur de leur propre espèce, celui qui est assez intelligent et fort pour vous chasser en retour. C'est l'épreuve ultime pour eux, pour laquelle ils payaient des sommes colossales. » Kurt fit un signe de tête en direction de la porte. On les appelle simplement les indomptables. Les créatures dont nous nous cachons à l'extérieur sont des créations de Viljagen. Ils les élèvent et les cultivent dans des zones contrôlées et clôturées, où elles passent leur journée à tuer avant d'être tuées. Ces créatures, là-bas, à l'extérieur, sont-elles des êtres humains ? De véritables êtres humains ? Demanda Tobias avec excitation, serrant plus fort son fusil. Kurt haussa les épaules. Génétiquement, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et c'est ce groupe auquel vous êtes fidèle ? Demanda Gabi. Je suis fidèle aux circonstances, répondit rapidement Kurt. Je suis fidèle au moment présent. Kurt confirma que Viljagen possédait effectivement un complexe dans cette forêt nationale. Il expliqua que lorsque Claire s'était introduite dans le domaine, elle était entrée par les terres de chasse et avait laissé une brèche suffisamment grande dans la clôture pour permettre à 5 indomptables de s'échapper. Avant que cela ne soit découvert, Kurt et un autre mercenaire, l'homme que Devin et moi avions trouvé plus tôt, avaient été chargés d'éliminer les indomptables qui s'étaient échappés. Ils s'étaient déguisés en gardes-chasse afin de pouvoir se déplacer plus librement et, bien qu'ils aient pu les traquer assez facilement, ils n'avaient ni tué qu'un seul des 5. Claire a accusé Kurt d'avoir acheté son enfant 7 ans auparavant, et il a répondu qu'il se souvenait de cette transaction. Aux grandes dames de Claire, il a réagi avec beaucoup de dédain et a recommencé à nous reprocher d'avoir saboté ses plans. J'avais l'intention de me concentrer d'abord sur les indomptables, puis de m'occuper de vous, les gars, a déclaré Kurt, expliquant pourquoi il nous avait retenus, Claire et moi, en captivité. Les problèmes viennent au fur et à mesure. L'autre gars était un boulet, mais quand son stupide cul a été tué, j'ai dû tout faire moi-même. Il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Et pour cause, si vous n'aviez pas saboté ma station avec l'appât, votre ami serait probablement encore en vie. Vous n'avez fait qu'empirer les choses en le libérant. Tu l'as utilisé comme appât, a aboyé Cory en s'avançant vers Kurt, avant que Tobias ne tende le bras pour l'empêcher de l'attaquer. Comme si j'allais vraiment le laisser mourir, a répondu Kurt en roulant des yeux avec arrogance. Je suis un tireur d'élite. J'aurais abattu ces créatures avant même qu'elles ne s'approchent de lui. Mais vous avez tout gâché. Que lui est-il arrivé ? Demanda Claire à propos de sa fille. Kurt sourit à cette question. Comment le saurais-je ? C'était il y a 7 ans. Je ne fais plus ce genre de travail, la recherche de nouveaux spécimens, s'exclama Kurt, agissant comme si la question de Claire lui faisait perdre son temps. Si ce que vous avez vu dehors était révélateur, elle est probablement aussi corrompue qu'eux à présent. À moins, bien sûr, qu'un client ne l'ait déjà abattue. Et que vas-tu faire même si tu la trouves ? Lui apprendre à être normale alors qu'elle ne l'a jamais été. Gabi et moi avons dû retenir Claire qui essayait de se jeter sur Kurt. Désolé, mais voilà ce qui arrive quand on fourre son nez là où il ne faut pas, dit Kurt avec arrogance, et son sourire suffisant ne fit qu'énerver Claire davantage. On n'avait rien à voir avec ça, cria Cory avec colère. On faisait juste notre émission sur Bigfoot. On faisait notre travail. On nous a entraînés là-dedans sans notre consentement. Kurt éclata de rire. Eh bien, maintenant vous savez qu'il y a dans la forêt des choses plus effrayantes et plus réelles dont il faut avoir peur.
Emmène-moi au complexe, exigea Claire, en se libérant de mon étreinte et de celle de Gabi et en se précipitant vers Kurt. Je sais qu'elle est cédée là-bas. Cela m'a pris des années, mais maintenant, j'aurai des réponses et je ne partirai pas sans elle. Sortant le couteau qu'elle avait caché sur elle, Claire le pressa contre le cou de Kurt. « Et que Dieu m'aide, si tes hommes lui ont fait le moindre mal, je commencerai par toi, » grogna-t-elle. La lame entailla la peau du cou de Kurt, faisant couler le sang. Plusieurs d'entre nous rappelèrent à Claire qu'il était impossible de partir tant que les indomptables rôdaient dehors, mais elle ignora nos remarques, entièrement concentrée sur Kurt. Gabi tenta de convaincre Claire qu'il n'irait nulle part et qu'il répondrait de ses actes devant les autorités lorsqu'il serait arrêté, ce qui fit sourire Kurt, qui semblait amusé par l'agressivité de Claire. « Je vais te dire une chose, » dit Kurt. « Je t'emmènerai si nous nous en sortons vivants. Alors trouve une solution. » Claire appuya plus fort le couteau contre le cou de Kurt, tandis que Gabi et Tobias la suppliaient d'arrêter. « Ignore-le, s'il te plaît, » supplia Gabi, craignant manifestement que Claire ne fasse quelque chose de mal. « Je sais que c'est un mauvais garçon, mais il sera exactement là où tu as commencé, si tu lui fais quoi que ce soit, » ajouta Tobias. « Nous avons tout sous contrôle pour l'instant. Écoute-les, Claire, » intervint Cory, en joignant les mains dans un geste suppliant. Claire resta immobile jusqu'à ce qu'elle entende le bruit de verre brisé provenant de l'étage supérieur, suivi des pas sourds de plusieurs créatures se déplaçant dans différentes directions. Tôt ou tard, ils auraient fini par entrer, dit Kurt à voix basse lorsque Claire relâcha la pression du couteau sur son cou. Ils sont plus intelligents, plus rusés et plus fourbes qu'ils n'en ont l'air. Ne les sous-estimez pas. Pour eux, c'est presque une forme d'art. Ils tuent simplement pour le plaisir de tuer. Essayant de suivre les pas à l'étage, tout le monde forma un cercle serré autour de Kurt et Claire. 3 coups retentissants secouèrent la porte d'entrée, suivi d'un rugissement grave et grinçant qui capta toute notre attention. Une indomptable de la taille d'un enfant sauta du pont juste au-dessus de nous. Elle atterrit sur les épaules de Shane, tandis qu'une autre femelle sautait sur Brayden, agrippait son cou d'une main et commençait à l'attaquer violemment avec un bâton pointu. S'ensuivit un chaos pendant lequel la femelle indomptable qui avait attaqué Brayden se précipita dans les escaliers, brandissant aveuglément ses griffes acérées. « Tire sur elle !» entendis-je Cory crier à Tobias, qui se tenait à côté de Shane. Les cris et les hurlements d'aimant de Shane remplirent la pièce, tandis que le sang coulait et giclait de son visage et de son cou. Bien qu'il tremblait, Tobias leva nerveusement son fusil, semblant essayer de viser tout en enfonçant une balle dans la chambre, tandis que Cory et Claire lui criaient à plusieurs reprises de tirer. En un clin d'œil, indomptable, de la taille d'un enfant, sauta de Shane juste avant que Tobias ne tire avec son fusil. Toute la mâchoire et le côté droit du visage de Shane ont explosé dans un nuage de brouillard rouge provenant du tir, me faisant hurler de manière hystérique avec Gabi lorsque son corps s'est effondré sur le sol. Tobias était sous le choc, ce qui l'empêcha de remarquer la femelle adulte indomptable qui le renversa et commença à lui lacérer violemment le visage et les mains. À ce moment-là, je réalisai que je n'avais plus mon revolver. La panique m'a envahi tandis que je scrutais frénétiquement les environs, que Tobias appelait désespérément à l'aide et que Gabi criait de manière incohérente en arrière-plan. Je l'ai aperçu près de la porte d'entrée, mais Claire a été la première à s'emparer de l'arme et à tirer sans hésiter les cartouches restantes sur Indomptable, qui chevauchait Tobias. À cause de sa chevelure épaisse, il était difficile de voir si les tirs de Claire avaient atteint leur cible et où exactement, mais la posture tendue de l'Indomptable et la façon dont elle s'est lentement effondrée sur le côté confirmaient sans aucun doute qu'elle était morte. « C'est comme ça qu'on les enlève d'une personne », ai-je entendu Claire murmurer,
faisant clairement allusion à la fatale erreur de Tobias avec Shane. Claire et moi avons soulevé Tobias, qui était gravement blessé. La pire blessure était une profonde entaille sur tout le visage qui lui avait sectionné la narine gauche, la gencive et une partie de la lèvre qui pendait désormais au bord de sa bouche. « Où est Kurt ?» demanda Cory, dont la question me fit sursauter. Kurt avait disparu. Gabi indiqua qu'il était sorti par la porte de service qui était maintenant légèrement entr'ouverte et visible de l'endroit où nous nous trouvions. Un autre coup violent secoua la porte d'entrée qui commença à craquer. Ne sachant pas si les barricades tiendraient bas le coup, nous nous précipitâmes vers la porte arrière après avoir entendu 3 autres coups provenant de l'entrée principale. Nous réussîmes à sortir avant que la porte d'entrée ne se brise complètement et qu'un grand mâle alpha ne sorte dans la rue. Cependant, l'indomptable, de la taille d'un enfant, s'est interposé entre nous et Claire, qui tremblait de manière incontrôlable. De là où nous nous trouvions, j'ai remarqué plus de détails sur la petite femelle indomptable, notamment sa main droite déformée, qui ressemblait à 2 saucisses ou à un sablier. Une petite partie du centre de son avant-bras droit était anormalement étroite, et toute la partie située au-delà semblait complètement flasque et couverte de taches gris-brun-violet. Les courtes excroissances potelées de la main non fonctionnelle avaient en cependant des ongles de différentes tailles, semblables à des crochets, enfoncés dans le moignon à la place des doigts. Un éclair a attiré mon attention lorsque l'indomptable a haussé les épaules, tournant légèrement sa main droite dans notre direction. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Je comprenais maintenant pourquoi Claire, qui se tenait debout, tremblante, les larmes coulant sur ses joues, était si paralysée émotionnellement. Le flash qui avait attiré mon attention était un porte-clés rose en forme de cœur. Il pendait à un fin bracelet en or qui formait la partie rétrécie de son avant-bras défiguré. Le détail le plus troublant était que le bracelet semblait avoir poussé dans sa peau, dont la main avait manifestement grandi autour du cercle, provoquant une difformité. Me rappelant qu'elle était une petite fille, je murmurai un « non » sous mon souffle lorsque je fis le lien. C'était la fille de Claire. Elle avait retrouvé sa fille. Le visage grotesque de l'enfant indomptable me mettait quelque peu mal à l'aise. Elle avait de profondes entailles au coin de la bouche, ce qui donnait l'impression qu'elle arborait en permanence un large sourire carnassier. Ce que l'indomptable percevait fièrement comme une confrontation était en réalité pour Claire peut-être le moment le plus révélateur de sa vie. La confrontation avec la terrible réalité de ses actions passées et de leurs conséquences. « Je suis désolé », entendis-je Claire murmurer alors qu'elle s'agenouillait lentement. « Je suis tellement désolé de t'avoir fait ça. » Elle se mit à sangloter lorsque la petite fille s'approcha d'elle, le visage illuminé d'une expression furieuse et hostile, pleine d'anticipation. Claire continua de pleurer et serra sa fille dans ses bras lorsqu'elle fut à sa portée. Insensible à la tendresse de Claire, Indomptable n'hésita pas à enfoncer ses dents dans son cou. Alors que la vie quittait lentement le corps de Claire, celle-ci semblait s'être résignée à son sort, comme si elle avait trouvé la paix intérieure et le moyen de payer pour avoir privé sa fille d'une vie normale. L'enfant arracha sauvagement un morceau de la veine jugulaire de Claire, dont le corps s'affaissa malgré ses graves blessures. Tobias poussa un cri de douleur et s'échappa de notre emprise pour tenter, en vain, de sauver sa fiancée. Il n'a réussi à faire que 4 ou 5 pas avant d'être renversé par un autre mâle indomptable, qui est sorti de derrière une bouteille d'oise de gaz naturel près de la cabane. La créature a plaqué Tobias au sol et lui a mordu la main qu'il tendait vers Claire. La lutte m'a poussé à agir. J'ai attrapé un morceau de verre que j'avais remarqué près de la poubelle et je me suis précipité vers Tobias, à qui l'indomptable avait arraché 2 doigts. Le monstre aggravait les blessures de Tobias.
le lacérant et enfonçant ses doigts dans ses coupures, tandis que celui-ci criait et se tordait de douleur sur le sol, essayant de se libérer de l'étreinte impitoyable de l'horrible créature. Indomptable se tourna vers moi à la dernière seconde, alors que je courais vers lui et enfonçais un morceau de verre dans l'un de ses énormes yeux. Hurlant de douleur, la créature lâcha Tobias et se saisit désespérément le visage autour du morceau de verre qui dépassait de son œil, se tordant sauvagement sur le sol. Bien que Tobias titubait à cause de la blessure supplémentaire qu'il avait subie, j'ai commencé à le traîner avec l'aide de Cory, qui s'est soudainement figé et a regardé vers la cabane. « Elle brûle !» s'est exclamé Cory en montrant la station des gardes-chasse dont la porte arrière était envahie par une épaisse fumée noire. À moins que l'un des indomptables ne l'ait fait accidentellement, je soupçonnais Kurt d'avoir allumé le feu comme diversion pour s'aider à s'échapper ou détruire toute preuve de ce qui s'était passé cette nuit-là. Probablement les deux. Je me suis inquiété lorsque les flammes ont commencé à s'échapper de la porte arrière, qui, d'après ce que j'ai compris, se trouvait à côté de la bonbonne de gaz naturel de la cabane. « Nous devons partir tout de suite !» ai-je crié à Cory, en essayant de faire avancer Tobias, qui pouvait à peine tenir debout avant de contourner la cabane. Je me suis retourné et j'ai vu que l'indomptable qui avait attaqué Tobias avait disparu. La petite fille, cependant, était restée et continuait à démembrer le corps de Claire de manière ludique. Elle avait mordu si profondément dans le cou de Claire que sa tête était pliée à un angle anormal de 90 degrés. Son corps était secoué de spasmes inquiétants et grotesques, tandis que la petite fille continuait, alternant entre un bâton pointu et ses mains de nu. Je m'arrêtai, faisant abstraction des cris désespérés de Cory qui me disaient de courir, et me concentrai entièrement sur la fille de Claire. Ce n'est tout simplement pas normal, pensai-je. Cette petite fille aurait dû être une personne normale, mais on ne lui avait pas donné cette vie. Au lieu de cela, elle avait été entraînée dans cette existence incompréhensible. Je méprisais en partie Claire pour avoir laissé cela arriver à sa propre chair et à son propre sang, tout en continuant à observer les instincts d'homme primitifs et barbares de la fillette à l'œuvre. Cette personne était vraiment irrécupérable, pensai-je, envahi par un profond sentiment de tristesse, concluant que cette petite fille était inévitablement condamnée. Nous ne pouvons pas simplement la laisser ici, la laisser vivre ainsi, dis-je doucement, ignorant complètement la cabane en feu. « De quoi parles-tu » demanda Cory avec inquiétude, en prenant Tobias dans ses bras. « Nous devons mettre fin à ces souffrances, dis-je avec amertume. Je veux dire, regarde-la. Quel être humain mérite de vivre ainsi? Surtout une petite enfant. Elle ne sait même pas qu'elle est un être humain. » L'indomptable remarqua que je l'observais, tandis qu'elle passait son bâton pointu de haut en bas sur la poitrine nue de Claire, et elle grogna dans ma direction. Son visage défiguré s'assombrit lorsqu'elle poussa un grognement hostile et grave, montrant les dents comme le font les chiens lorsqu'ils s'affrontent. Elle commença à s'avancer vers nous, passant de la marche à 4 pattes au rampement. Je couvris les cris de panique de Cory et l'entendis s'éloigner en boitant avec Tobias. Malgré la soif de sang dans ses yeux, cette férocité que l'on ne voit généralement que dans le regard d'un animal, je n'avais pas peur de cette petite fille. Était-ce par pitié pour cette issue tragiquement répréhensible ou par un fort sentiment de culpabilité face à l'obligation apparente de poursuivre le repentir de Claire en son nom, mais je restais où j'étais. Après s'être approchée à 3 ou 4 mètres, la fillette a commencé à tourner autour de moi, en grand cercle, se déplaçant de côté comme un crabe, à 4 pattes. Ses mouvements semblaient trop artificiels pour être ceux d'un être humain. Elle attendait manifestement le moment propice pour bondir, tout en continuant à grogner et à montrer les dents, se déplaçant dans cette orbite, toujours face à moi. Indomptable s'apprêtait à se relever quand un coup de feu retentit,
me faisant siffler les oreilles. Quand je regardai à nouveau la petite fille, il y avait un trou de la taille d'une balle de baseball au milieu de sa poitrine. Je l'ai regardée fermer les yeux, la vie quittant son visage monstrueux. Lorsqu'Indomptable s'est retombé à 4 pattes avant de s'effondrer sur le côté, je me suis retourné et j'ai vu Gabi debout à quelques de mètres, tenant le fusil de Kurt. Elle a couru vers moi, me criant de m'éloigner de la cabane. Les flammes continuaient de jaillir de la porte arrière et commençaient à envahir le réservoir d'essence. Mon sentiment d'urgence revint lorsque je jetai un dernier regard sur le corps de la fille de Claire avant de contourner la cabane par l'avant. De la fumée s'échappait des interstices de la porte d'entrée du poste de garde-chasse et des volets des fenêtres, tandis qu'une lueur orange émanait des fenêtres du 2e étage. En scrutant les environs à la recherche de Tobias et Cory, j'ai rapidement remarqué des traces et des éclaboussures de sang, ainsi que d'autres morceaux de corps éparpillés sur le porche, avant de la cabane, la rampe en bois et la cour boueuse. Sur la rampe gisait un gros morceau de chair dans des lambeaux de vêtements, que j'ai rapidement identifiés comme étant les restes de Braden, qu'ils avaient déchiquetés avant que Gabi et moi ayons eu le temps d'évaluer correctement cette scène horrible. Mes yeux se sont posés sur le camion de Braden, qui était notre meilleur moyen de fuite. Cory est apparu de l'autre côté, l'air inquiet, et a confirmé ce que je redoutais déjà. « Nous n'avons pas les clés !» s'est-il exclamé, en montrant le véhicule du doigt lorsqu'il s'est approché de Gabi et moi. « Il est ouvert. J'ai installé Tobias à l'intérieur, mais il est en très mauvais état. Et Braden, il avait toujours les clés sur lui. » La voix de Cory s'est éteinte lorsqu'il a vu ce qu'il restait du corps de Braden. Nous nous sommes regardés tous les trois, sachant qu'il était inévitable de fouiller son corps alors que le temps jouait contre nous. Nous nous sommes approchés avec précaution de la rampe d'accès où gisait le corps de Braden. Notre approche prudente était largement influencée par la tâche qui nous attendait, ainsi que par la chaleur accablante et les flammes qui s'échappaient désormais de la porte d'entrée de la cabane, formant un demi-cercle autour du corps de Braden. Nous avons rapidement inspecté le corps et les environs, espérant évidemment trouver les clés quelque part, à proximité afin de ne pas avoir à fouiller les poches du cadavre. « Là-bas », dit doucement Gabi en montrant les buissons qui poussaient le long de la rampe d'accès. Gabi désignait la main arrachée de Braden, qui serrait fermement les clés du camion, et recula devant le membre sectionné. Cory, qui était le plus proche, se retourna et nous regarda, sachant qu'il n'avait pas le choix. Après avoir pris une lente inspiration, il posa le pied sur l'extrémité sectionnée de la main, desserrant les doigts crispés pour récupérer les clés du camion. Le visage de Cory était vert lorsqu'il les prit et courut vers le camion, mais il s'arrêta à mi-chemin pour vomir. Une fois la crise passée, Cory rejoignit le camion, mais il se raidit brusquement et se prit la tête entre les mains. « Non !» murmura Cory, le visage horrifié. Lorsque je compris ce à quoi Cory réagissait, mon cœur se serra. Nous ne l'avions pas remarqué auparavant, mais les 4 pneus du camion étaient à plat. En acceptant cet échec cuisant et en réalisant que notre seule issue pour sortir de ces bois était désormais de marcher, j'ai ressenti un élan de rage en imaginant la personne qui était sans aucun doute responsable de cela. « Kurt, ce fils de pute !» ai-je murmuré entre mes dents en regardant Gabi et Cory, qui avaient là, tous deux, le regard écarquillé, effrayé, tremblant et incertain. Nous avons contourné la voiture du côté passager, où Cory a remis Tobias à l'arrière, et nous avons été accueillis par une scène horrible. Du sang était éclaboussé sur tout le côté de la voiture, et la porte arrière était grande ouverte. Le long de la ligne d'arbres, nous avons vu le mâle alpha des Indomptables, debout au-dessus de Tobias, qui gisait face contre terre. Nous ne saurons jamais s'il était conscient. Nous avons regardé, impuissants,
le mâle alpha attrapait la tête de Tobias et effectuait une série de mouvements rotatifs brusques, la tournant complètement comme s'il dévissait le bouchon d'une bouteille. Chaque rotation était accompagnée d'une série de bruits de succion, de craquements et de craquements, tandis que l'énorme indomptable nous regardait avec une expression folle et maniaque, démontrant clairement le plaisir qu'il prenait à tuer Tobias. Cory cria à Gaby de tirer sur la créature. Quand il eut enfin arraché la tête de Tobias, qu'il commença à examiner avec majesté et étonnement, Gaby, malgré ses membres tremblants, visa tant bien que mal et tira un coup de feu qui réussit à atteindre l'épaule enflée de l'indomptable, le forçant à lâcher la tête de Tobias. Le monstre recula dans une grimace de douleur, pressant sa main massive contre la blessure par balle, et se tourna vers nous avec colère. Faisant un pas en avant, l'alpha semblait prêt à attaquer, mais il se raidit et sembla regarder au-dessus de nous. Le regard fou sur son visage s'éteignit rapidement, alors qu'il semblait réfléchir à ses prochaines actions. Pendant que Gaby essayait d'extraire la douille vide, l'alpha mâle grogna une dernière fois dans notre direction et s'enfuit dans la forêt. Nous nous sommes regardés avec perplexité pendant quelques secondes, avant de nous retourner pour voir ce qui avait provoqué la réaction d'Indomptable. La cabane était en feu. Nous n'avions pas encore eu le temps de nous retourner vers le poste des gardes-chasse que nous avons entendu un sifflement strident qui nous a immédiatement rappelé la bonbonne de gaz naturel. N'ayant pas d'autre choix, nous avons couru loin de la station des gardes forestiers en feu. Selon mes estimations, nous avons couru environ 15 à 20 mètres avant que la bouteille n'explose enfin, engloutissant la cabane dans une gigantesque boule de feu qui a projeté des millions de débris dans toutes les directions. La force de l'explosion assourdissante m'a projeté dans un fossé boueux au bord de la route. J'ai été assommé par le choc violent lorsque mon corps a heurté le sol. Incapable de bouger, j'ai regardé vers la forêt en me concentrant sur la crête montagneuse à environ 100 pieds de la route. Je ne sais pas ce que j'ai vu ensuite, ni si cela avait un rapport avec ce qui nous était arrivé. Mais dès que je l'ai remarqué, une silhouette humanoïde noire et compacte, avec une tête ronde en forme de cône, a plongé derrière la crête rocheuse. Je n'ai pas pu voir plus de détails. Ce n'était certainement pas un indomptable, et cela semblait trop large pour être un humain. L'éclairage n'était pas impressionnant, et peut-être que je l'ai seulement imaginé. Mais je ne m'y suis pas attardé longtemps à ce moment-là, car je me suis rapidement concentré sur le retour de la sensibilité dans mes membres. Avec le recul, cependant. Peut-être, juste peut-être, ai-je vraiment vu ce que nous étions venus chercher ici au départ? Difficile à dire. L'explosion a attiré suffisamment d'attention pour que quelqu'un appelle les secours, qui ont mis plus d'1 heure à arriver. On nous a soignés pour nos blessures, et nous avons donné notre version des faits sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Malgré nos récits concordants, l'absence de preuves concluantes, du moins selon les autorités qui semblaient sceptiques, a rendu nos rapports impossibles à vérifier. Les restes de Mitch ou de Devin n'ont jamais été retrouvés, et il n'a été fait aucune mention des indomptables ou d'autres créatures non identifiées. Le rapport final indiquait officiellement que l'explosion avait été causée par une défaillance du système de chauffage qui s'était produite par hasard au moment où l'équipe SCAR était arrivée au poste des gardes forestiers pour signaler la disparition de 2 membres de leur équipe, Mitch et Devin. Le rapport indiquait que nous avions croisé Gaby et Tobias, dont la voiture était tombée en panne, et que nous les avions pris en stop. Ce qui m'a peut-être le plus troublé, c'est qu'après avoir lu le rapport final, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune mention de Claire ou de sa fille disparue. Toutes les tentatives pour découvrir ce qui s'était réellement passé cette nuit-là ont été vaines. À ma connaissance, les indomptables qui se sont échappés rôdent toujours dans ces bois.
Curtis travaille probablement toujours pour la mystérieuse organisation Viljagen. Peut-être a-t-il réussi à traquer les indomptables restants. Qui sait? J'ai essayé de contacter Gabi et Cory, mais aucun d'eux ne souhaite se souvenir de cette nuit-là. Il est difficile de fonctionner normalement en sachant qu'il existe une organisation aussi monstrueuse que Viljagen, dont le seul but est de transformer des personnes innocentes et sans méfiance en proies sauvages et féroces, chassées pour le plaisir. Je me demande combien d'indomptables ont été privés d'une vie normale et transformés en ces créatures sauvages et malveillantes qui, en fin de compte, mettent en lumière à quel point nous, les humains, sommes proches de nos origines primitives. Ayant vu ce que j'ai vu et sachant ce que je sais, cette histoire, qui a commencé par la couverture médiatique d'un groupe d'amateurs chercheurs de Bigfoot, était loin d'être terminée pour moi. Les événements de cette nuit fatidique n'ont fait que lever légèrement le voile sur cette vérité sombre et cachée.